aphoristic appendage to On Truth-Telling. 301 to 350. 301. Dans le monde occidental, la politique profondément humaniste sur le plan intérieur est plutôt faucon ou militariste sur le plan extérieur, bien qu'elle ne soit pas un phénomène nouveau, semble atteindre son apogée. La question qui se pose est la suivante: une telle situation peut-elle durer longtemps si, comme on peut s'y attendre, elle génère des tensions croissantes morales, politiques et culturelles entre les deux parties de cette politique? La réponse semble être que l'un ou l'autre côté doit s'effondrer, entraînant soit une prise de contrôle de la partie civile de la société par les militaires, soit une prise de contrôle de la partie militaire par les humanistes. Dans ce dernier cas, cependant, un problème subsiste. Les institutions créées pour la défense de la société, si elles renoncent finalement à la guerre, pourraient rendre cette société vulnérable à un autre type de prise de contrôle, à savoir celui qui vient de l'extérieur. Dans le cas d'une société très puissante, ne craignant aucun ennemi, ce risque pourrait peut-être être pris. Toutefois, il s'agirait d'un exploit étonnant pour plusieurs raisons, notamment parce que cette grande société ne pourrait jamais être certaine de conserver sa position privilégiée parmi des nations moins puissantes, mais inamicales. 302. La pensée la plus complète est sans doute la plus lourde et la plus malvenue. Elle soulève et rejette toutes les oppositions jusqu'au fond des choses. 303. À un certain moment du cycle humain, les choses s'inversent. Les filles critiquent les mères, les fils critiquent les pères, de génération en génération. Les enfants qui deviennent des fils et des filles adultes sont-ils généralement justes dans leur critique? Les fils et les filles qui deviennent des pères et des mères sont-ils différents des pères et des mères qu'ils ont eux-mêmes critiqués? La réponse à ces deux questions est oui et non. Une chose est sûre, chacun d'entre eux, de génération en génération, reçoit un certain nombre de mauvais traitements en raison d'une caractéristique débilitante, ils ne peuvent jamais être parfaits. 304. Les Grandes Pyramides, un magnifique monument à l'anonymat à grande échelle, du sol vers le haut, du haut vers le bas, de l'intérieur vers l'extérieur, du sous-sol vers la surface. Il semble que les concepteurs et les constructeurs aient voulu s'effacer. Se pourrait-il qu'ils ne soient pas intéressés par un chef-d'œuvre collectif, mais seulement par un projet divin? Auraient-ils voulu ne laisser aucune trace d'eux-mêmes, mais seulement des dieux qui les avaient construits ou transplantés sur terre sous la forme de quelques étoiles de choix? Se pourrait-il que la croyance en un monde extraterrestre n'ait jamais été aussi intense, aussi omniprésente, aussi démocratique, qu'à l'époque? Peut-être que chaque participant à cette expérience originale s'est vu promettre que son anonymat serait plus que compensé par une reconnaissance éternelle dans la vie à venir. 305. C'est peut-être dans notre relation avec les animaux que nous avons développé pour la première fois une conscience morale. Après tout, il a dû devenir de plus en plus évident que notre pouvoir extraordinaire sur eux, sur ces créatures essentiellement innocentes qui nous ont donné tout ce dont nous avions besoin et tout ce que nous voulions, causait d'énormes souffrances qui devaient être expiées d'une manière ou d'une autre. 306. Outre les pharaons, il existait dans l'Égypte ancienne une puissante prêtrise. Aujourd'hui, certains considèrent les égyptologues comme étant plus ou moins les mêmes, des scientifiques qui, non moins dévoués à leur bien-être professionnel qu'à la poursuite de la connaissance, présument avoir répondu à un certain nombre de questions fondamentales dans leur domaine. D'un autre côté, les égyptologues considèrent leurs détracteurs et ceux qui proposent des réponses alternatives comme un groupe hétéroclite de pseudo-scientifiques. Il est certain que les deux camps ont raison chacun à leur manière, ce qui ne laisse que le temps de déterminer qui a raison et qui a tort sur une question donnée. 307. Le danger de devenir une personnalité publique est que l'on peut finir par s'exprimer de façon de moins en moins authentique sur de plus en plus de sujets. 308. L'excitation, l'ivresse, l'esprit de solidarité, la conviction que l'on se bat pour une cause juste, la conviction générale qu'une faute a été commise et qu'il faut y remédier, tous ces éléments sont les principaux moteurs de la radicalisation des énergies de la jeunesse et de l'idéalisme ou du quasi-idéalisme qui en découle. 309. Un aphorisme est un acte qui consiste à comprendre aussi loin que possible sans perdre de vue son ignorance fondamentale. 310.
L'éloge et la condamnation sans réserve n'ont généralement pas grand-chose à voir avec une extension de la compréhension, mais beaucoup à voir avec une compréhension limitée. 311. L'argumentation contribue à repousser les frontières de la connaissance et de la compréhension. En même temps, elle ne peut le faire qu'en allant trop loin, en revendiquant trop, en construisant sa tour trop haut. Par conséquent, elle nécessite sans cesse des inspections, des réparations, des rénovations, quand elle ne s'effondre pas d'elle-même, des démolitions. 312. Vendre des illusions. Quel trafic depuis des temps immémoriaux. 313. Le dernier argument présenté sur une question a un grand avantage sur tous les précédents, car il peut se présenter de manière assez convaincante comme l'argument final. 314. Si les sujets de débat étaient les grandes casseroles et les poignées d'arguments, les premières seraient couvertes par les secondes sous toutes les formes et dans toutes les tailles. 315. Avec toutes ces tendances et inclinations, le sexe est un monstre. Si quelqu'un en doute, qu'il explique pourquoi il est toujours d'actualité après des milliers d'années, alors que, par exemple, les selles ne retiennent guère l'attention. 316. Ah, lorsque je regarde les étoiles froides, je reçois ce message encourageant, courage. Ce n'est pas la fin du monde si le monde s'arrête. Après tout, il y en a des milliards d'autres. C'est juste qu'on ne les voit pas. B. Quelle consolation pour les milliards d'habitants de cette planète. Ah, je comprends ce que vous dites. Cela concerne notre inquiétude face à notre propre mort. Mais c'est précisément ce à quoi chacun d'entre nous doit faire face. Je ne dis pas que c'est la seule façon dont on peut s'y prendre. Je dis seulement que c'est la mienne. 317. N'est-ce pas un miracle qu'une personne du passé puisse nous parler, et presque comme notre contemporain, nous informer de ce qu'était la vie et la pensée à son époque? 318. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent contre ceci ou cela. Mais en fin de compte, le monde serait bien plus pauvre, voire inexistant, sans cette multitude de choses. 319. Léon Tolstoï était un féroce critique de la guerre. Il pensait qu'elle devait être éradiquée de la surface de la Terre. Mais lorsqu'il s'est agi d'écrire son plus grand roman, il ne l'a pas simplement appelé paix. Non, il l'a appelé guerre et paix. 320. Une institution ne peut fonctionner que sur la base d'une pensée systématique. D'où la tendance ou le préjugé, si l'on veut, de la considérer comme la forme de pensée la plus élevée. 321. Et ils nous disent que les ouragans et les volcans sont nécessaires. C'est le « au-delà du bien et du mal » des scientifiques. 322. Avec les stupéfiantes avancées technologiques dans l'art de la guerre, les conflits entre pays prennent de plus en plus l'allure d'une pulsion de mort collective. 323. Oui, c'est bien beau de dire que la guerre est devenue obsolète grâce à la destruction mutuelle assurée. Mais qui sera le premier à déposer les armes? Qui sera le premier à les détruire? Qui fera suffisamment confiance à son voisin pour le faire? Car en matière de pays, le voisin n'est digne de confiance que si la personne ou les personnes qui sont au pouvoir le sont aussi. 324. Ah, je dois avouer que, lorsque je vais dans une grande épicerie et que je regarde autour de moi, je ne vois pas tous les gens qui s'y trouvent, des gens d'âge, de forme et de taille différents, comme Walt Whitman semble avoir vu ses semblables. B. Walt Whitman? Ah, le grand poète américain du XIXe siècle qui a exalté les gens malgré leurs différences et leurs imperfections. En fait, j'irais même jusqu'à dire qu'il assimilait leurs imperfections à des perfections. B. Je ne pourrais le faire que sous l'effet d'une drogue. Ah, oui, mais le problème avec la drogue, c'est que cela peut aller dans les deux sens. 325. Tous les pays se méfient les uns des autres, mais, dans l'état actuel des choses, à juste titre. Tous ces mêmes pays essaient non seulement d'obtenir leur part du gâteau, mais la plus grande possible. 326. De nos jours, nous observons les hommes politiques, des personnes puissantes et ambitieuses qui affichent toutes leurs imperfections.
Cela peut être un peu décourageant, mais pour rendre à César ce qui appartient à César, il faut reconnaître qu'ils accomplissent un travail. 327. Si tous les dirigeants du monde étaient de la trempe de Marc Aurèle, on pourrait peut-être dire, mais rien n'est sûr, le monde est entre de bonnes mains. Les rois philosophes règnent. 328. Avec la pensée systématique, nous disposons d'un moteur qui fait fonctionner les institutions et la société de la manière la plus efficace, mais qui, dans certaines circonstances, peut aussi les faire s'effondrer. 329. Quoi? Blâmer un peuple, un pays, une religion, une période historique? Vous ne pouvez pas faire cela. Vous pourriez tout aussi bien blâmer l'ensemble de l'humanité, y compris vous-même. 330. Si l'évolution historique des relations intertribales et internationales était mesurée comme un développement technologique, notre époque actuelle pourrait être considérée comme celle des premiers pas vers l'utilisation du bronze ou du fer. 331. Où la pensée académique, argumentative ou systématique échoue-t-elle souvent? Lorsqu'il s'agit de saisir une idée ou un point de vue qui sort de son champ d'action ou de ses domaines d'investigation prescrits. Comment se rachète-t-elle? En acceptant ce qu'elle rejette initialement. Un certain laps de temps, un certain réalignement ou réajustement professionnel et une certaine prise de conscience de l'erreur commise, tout cela est nécessaire pour que justice soit faite. 332. A. Regardez les intestins et leur fonctionnement. N'apporte-t-il pas la preuve de notre humble et aveugle origine vermiforme? B. Et alors? Nous connaissons déjà l'évolution. A. J'essayais d'en trouver une image vivante. Elle m'est venue pendant que j'étais aux chiottes. B. Oui, mais dois-tu vraiment nous en parler? A. Tu as raison. L'origine de mon idée et l'origine de toute vie supérieure sont les mêmes, une vérité désagréable. 333. Ce n'est pas que les critiques de salon ne soient pas nécessaires. C'est simplement qu'ils donnent souvent l'impression que, s'ils étaient aux commandes, les problèmes dont ils parlent disparaîtraient instantanément. 334. Une chose qu'Einstein a admise, mais qui n'est pas généralement reconnue, car nombreux sont ceux qui pensent que la connaissance se résume à l'observation et au calcul, c'est le rôle immense que joue l'imagination dans la naissance des théories scientifiques. 335. Plus que jamais peut-être, le commerce définit notre culture. Même si ce n'est peut-être pas la meilleure voie à suivre, il est difficile d'avoir une idée claire d'une autre route. Un changement radical d'attitude, de caractère et d'habitude n'est pas plus à exclure qu'un changement radical d'environnement, mais ce dernier peut avoir un prix si élevé que, comme une dette énorme qui ne peut jamais être remboursée, il ne vaut pas la peine d'y penser. 336. Oui, la connaissance est merveilleuse, mais supposons que tout soit infiniment complexe. Il s'agit alors simplement de notre façon de comprendre le mieux possible un vaste éventail de phénomènes. 337. Si la connaissance n'était pas en quelque sorte une simplification, elle ressemblerait à une encyclopédie dont les articles, de plus en plus nombreux, n'auraient jamais besoin d'être mis à jour. 338. Même la science simplifie toujours, mais d'une manière si complexe qu'elle semble souvent faire le contraire. 339. À chaque moment de l'histoire, il a dû y avoir au moins quelques personnes enthousiastes à l'idée des nouveautés. 340. Que nous montre l'Allemagne nazie? Qu'une masse entière de personnes peut être menée par le bout du nez si ceux qui détiennent le pouvoir sont capables d'intoxiquer une minorité importante, d'endormir une majorité, quand et où ils le souhaitent, d'intimider, d'effrayer et de terroriser. 341. Si nous pouvions éliminer la stupidité, nous le ferions de manière très sélective. Après tout, une partie de la stupidité est divertissante, une autre crée de l'emploi pour les moins stupides, une autre nous offre ce passe-temps extrêmement populaire qu'est la critique des autres, enfin, nous devons l'admettre, une partie se trouve en nous-mêmes. 342. Il n'y a pas de plus grande stupidité que celle qui, se faisant passer pour intelligente, se révèle désastreuse. 344.
Combien de choses dans les affaires humaines et l'industrie, quand nous les voyons pour la première fois, sans l'œil froid, critique, calculateur, jugeant et parfois méprisant de l'expérience, sont comme la nature à l'état brut, un plaisir à contempler et rien de plus. 344. C'est presque comique. Tous ces pays qui prétendent assurer la paix alors qu'ils sont armés jusqu'aux dents et qu'ils sont à deux doigts de tout lâcher l'un contre l'autre. 345. Malin, méfie-toi de ta capacité à faire des prédictions exactes. Car il peut arriver que tu commences à faire des prédictions que tu aimerais voir se réaliser comme si elles étaient obligées de le faire. 346. Ah, une femme forte qui bat un homme faible, ce n'est pas un problème à accepter. Mais une femme forte qui bat un homme fort, c'est quelque chose qui peut arriver bien sûr, mais pas sans soulever quelques questions. B. Je ne discuterai pas avec vous sur ce point. Je dirai simplement que cela peut correspondre à la situation actuelle. Mais qu'en est-il de l'avenir? Tout ne pourrait-il pas être réorienté? Ah, bien sûr que tout peut être réaligné. Tout peut aussi être détruit. Le fait est qu'il est impossible de connaître toutes les ramifications de ceci ou de toute autre chose. B. Mais vous semblez avoir une vision pessimiste de la question. A. Comment puis-je faire autrement sans renoncer à ma propre identité? 347. Un argument est une question de cohérence et de contrôle. Un aphorisme consiste à saisir une idée au vol, si elle est jugée bonne, à lui donner la meilleure expression possible. 348. Si nous pouvions considérer chaque bien comme un don, et non comme quelque chose de dû ou de mérité, alors le mal ne serait pas éliminé, mais au moins il ne pèserait pas aussi lourdement sur nous qu'il le fait normalement. 349. Il est difficile de se faire à l'idée que la nature est à la fois belle et brutale, même si l'on s'y efforce, dans presque toutes ses parties. 350. Le plus souvent, la brutalité de la nature est très subtile et discrète. Elle ne s'empare pas de nos sens comme le fait l'apparente harmonie.